60 secondes dans le monde. Jacques Aristide à Washington, bonsoir, ravi d'être de nouveau avec vous ce soir. Au menu de ce Washington Forum du 28 juin, la montée en puissance des islamistes en Afrique. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique et à Washington Forum. Et maintenant, Nicolas Pinault pour un tour d'horizon de l'actualité. 60 secondes dans le monde. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. À la une cette semaine, ce glissement de terrain meurtrier en Ouganda, les inondations et les incendies aux États-Unis et la Cour suprême qui a pris une décision importante en matière d'immigration. Mais on commence ce tour d'horizon de l'actualité par le Sénégal. Le président Macky Sall affirme dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique qu'Hissène Habré ne sera pas extradé en Belgique mais jugé au Sénégal. L'ancien président tchadien vit en exil à Dakar depuis sa chute en 1990. Il est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. La terre se dérobe en Ouganda. Un glissement de terrain dans la région du mont Elgon a fait une trentaine de morts et plus de 100 disparus. Les intempéries seraient à l'origine de ce drame près de la frontière kenyane. La tempête tropicale Debby a fait des ravages en Floride et provoqué des inondations. Dans l'Ouest américain, des incendies ont déjà contraint des dizaines de milliers de personnes à évacuer leurs maisons. Barack Obama se rendra vendredi dans le Colorado. Enfin, à Washington, la Cour suprême a invalidé en grande partie la loi de l'Arizona sur l'immigration clandestine, tout en conservant l'une des dispositions les plus controversées, le contrôle au faciès. Et on l'a appris ce jeudi, la Cour suprême des États-Unis a validé la réforme de Barack Obama sur l'assurance maladie, limitant néanmoins l'aide aux plus pauvres. Voilà Jacques, ce qu'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Je vous souhaite une bonne émission. Merci bien Nicolas et à la semaine prochaine. La bande sahélo-saharienne est-elle donc menacée de tomber sous le joug des islamistes purs et durs? La question que se posent les observateurs qui pensent que la situation chaotique au Nord Mali n'est pas pour prévenir ce danger. Ces islamistes veulent appliquer la charia dans tout le Mali, la charia que voudraient aussi instaurer les frères musulmans en Égypte. Leur candidat, Mohamed Morsi, vient d'être élu président. Les craintes d'une OPA islamiste en Égypte sont-elles exagérées ou non? Voici cet éclairage de Robert Daguillard sur la nouvelle donne en Égypte et la crise malienne. Ça c'est le deuxième, le militaire Safi, moi et puis mon dernier garçon Aziz. Fatoumata El Habib Traoré et son mari Dada Dabi vivent aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Ils sont originaires du nord du Mali et quand ils reçoivent chez eux, près de Washington, le thé est de rigueur comme au pays. Le thé et l'hospitalité sont deux caractéristiques fondamentales du nord du Mali. Ceci dit, l'heure est à l'inquiétude pour Dada Dabi, natif de Tombouctou et dont la mère habite à Gao, dans ce nord malien sous occupation rebelle depuis plusieurs mois et donc séparé du reste du pays. Tombouctou, à la date d'avant-hier, était en train de partir en crise totale de carburant. Pénurie mais aussi bataille entre groupes armés, comme l'explique Bintou, amie du couple, que Dada a jointe au téléphone à Bamako. La situation sur Gao, pas Tombouctou, on nous dit qu'actuellement les Moudjahidines sont en train de tirer sur le MNLA. Instabilité donc dans le nord du Mali pour cause de batailles entre groupes islamistes et militants indépendantistes du MNLA. Pour le couple malien à Washington, ceci n'augure rien de bon. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui va venir nous apprendre, nous, Maliens, surtout du Nord, comment pratiquer la religion. Nous l'avons toujours pratiquée. En Égypte, c'est un mouvement islamiste d'un tout autre genre qui s'affirme après la victoire dimanche de Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans à la présidence de la République. Des électeurs égyptiens à Washington s'expriment. On s'y attendait, dit cette électrice. Les frères musulmans ont été opprimés pendant bien longtemps. Il faut maintenant leur donner leur chance. À vrai dire, explique cet homme, je n'ai pas voté car ni Morsi ni son adversaire ne représentaient mon point de vue. Mais je respecte le choix de la majorité. Cette semaine, le président élu Mohamed Morsi affirmait vouloir respecter les droits de la femme et de la minorité chrétienne, ainsi que le traité de paix avec Israël.
Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington. Merci bien Robert. Entrons d'emblée dans le vif du sujet. 4 invités ce soir. Avec moi sur ce plateau, Corinne Doufka, chercheuse pour l'Afrique à Human Rights Watch. Bonsoir. Bonsoir. Moussa Koulibaly, représentant de l'Association des Maliens de Washington DC. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Au téléphone, Chérif Albert, journaliste politique à Al-Haram Hebdo. Il est au Caire en Égypte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, mon collègue Idriss Fall via Skype, il se trouve en ce moment à Bamako, au Mali. Idriss, bonsoir et content de vous voir. Bonsoir Jacques, bonsoir Chérif Albert, bonsoir Corinne Doufka, comme quand le monde est petit là. Absolument très petit Idriss. Et voilà, ravi de vous voir. Idriss, vous venez d'effectuer un périple périlleux, si j'ose dire, à Gao, dans le nord malien. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou, affirme contrôler complètement la ville après de violents combats avec la rébellion Touareg, les laïcs du mouvement national de libération de l'Azawad. Est-ce à dire, Idriss, que le nord malien est désormais bel et bien sous le joug des islamistes radicaux et armés? En tout cas, pour sûr, c'est que le Moudjahou a bel et bien pris contrôle de Gao. Et même ce matin, je crois, avec leurs alliés d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ils ont tenu une réunion à huis clos, et même Al-Qaïda, Ansardine a envoyé du renfort à Gao. Et ils étaient déjà très présents à Tombouctou. Et je crois que le MNLA, pour le moment, en fait, a perdu la bataille parce que Gao, c'était le siège de son conseil transitionnel de l'Azawad, l'équivalent du gouvernement, parce qu'il avait proclamé l'indépendance et qu'ils ont pratiquement pris la fuite. Donc on peut dire que d'une manière générale, parce que le Moudjahou, la particularité, ce qu'on ne dit pas, le Moudjahou est un mouvement créé par un islamiste mauritanien et qui a des militants un peu dans la sous-région qui viennent du Nigeria, qui viennent du Niger, qui viennent du Mali, et donc, et même on parle de militants sénégalais et bissau-guinéens. Et alors qu'Ansardine, qui est un mouvement islamique, est essentiellement Touareg. Et la base d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en fait, tous les émirs, donc dont Tourkel et le Borgne, tous, en fait, c'est une base algérienne, c'est-à-dire la conséquence de la guerre civile qu'on a connue ces dernières années en Algérie. Donc ce sont ces 3 mouvements-là aujourd'hui qui font conjonction et je crois contrôlent le nord du Mali et Ansardine, la laïcité. C'est parce qu'aujourd'hui l'histoire a prouvé que c'était plutôt pour des effets de marketing politique en direction de l'Occident. D'accord. Et d'ailleurs, Idriss, on voit les photos que vous avez prises à Gao, donc qui défilent à l'antenne. Tout à l'heure, peut-être, Idriss, je vais parler de ce nouveau mouvement. En fait, vous avez eu récemment une interview exclusive avec le leader de ce mouvement et qui aide le MNLA. Mais maintenant, je vais parler de la charia. La charia déjà imposée donc dans le nord malien. Il y a eu la terrible histoire de ce couple fouetté en public par des membres d'Ansardine à Tombouctou pour avoir entretenu une relation hors mariage. Corinne Doufka, vous étiez au Mali en avril. Avec ce qui se passe maintenant là-bas, faut-il donc redouter le scénario d'une afghanisation du Nord Mali ? C'est un peu difficile. La situation c'est devenue très très compliquée. Même chaque jour, ça change. Et je pense qu'il y a plusieurs crises qui existent en même temps au Mali. Il y a la crise humanitaire, il y a la crise politique, la crise régionale et la crise militaire. Je pense que chaque crise donne l'origine de la violation et le potentiel pour la violation très très grave au Mali. Quand j'étais là, j'ai parlé avec à peu près 100 résidents du Nord qui étaient récemment venus et même je parlais au téléphone. Et même depuis que j'étais là, je parlais souvent avec les gens au téléphone pour savoir qu'est-ce qui passe par rapport aux droits humains. Et on avait constaté que tout le groupe du Nord avait commis les exactions, parmi eux le recrutement des enfants. Et ça continue. On avait même hier reçu les informations très très graves du recrutement des enfants par part des Ansardines. Les jeunes qui sont amenés pour faire un peu de travail dans leur base. Et après, quand les parents essayaient d'aller, ils les prennent. Ils ont dit non, ils sont là pour travailler
travailler avec nous. Aussi, il y a les violations qui sont alliées à le traitement de l'application de la charia, comme le frappement de la couple. Et aussi, on a documenté un cas de la coupe de bras. Donc, il y a plusieurs violations qui sont en train de rouler là-bas. Voilà, oui, des scènes plutôt moyenâgeuses. En effet, Moussa Koulibaly, voilà donc la grave situation qui prévaut dans votre pays. Donc, votre pays qui a permis à tous ces groupes islamistes armés de gagner du terrain après le coup d'État à Bamako. Finalement, ne pensez-vous pas que la crise malienne est en train de mettre en péril toute la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne ? Effectivement, vous avez raison. Toute la bande sahélo-saharienne est menacée maintenant. Comme vous le savez depuis un bon moment, le Mali vit une situation politique, économique, sociale inédite dans son existence. Donc, ce n'est pas seulement le Mali qui est menacé. Vous voyez maintenant, il n'y a pas seulement le MNLA, il y a le Moudjao, il y a l'Ansardine aussi. Donc, eux tous, ils se battent ensemble. Ils forment une coalition contre le Mali. Et vous savez que ce n'est pas seulement le Mali qu'ils visent. Donc, à un moment donné, ça risque de se propager et ça risque de prendre toute la bande sahélo-saharienne. Voilà. Chérif Albert, au Caire, en Égypte. Alors, il nous faut quand même souligner le contraste chez vous en Égypte. Les frères musulmans prônent une application modérée de la charia. Ils ont renoncé à la lutte armée depuis les années 1970. Leur candidat a été élu démocratiquement, Mohamed Morsi, qui se veut être le président de tous les Égyptiens et qui a promis de respecter les traités internationaux signés par son pays. Donc, cette partie de l'Afrique ne devrait pas se préoccuper outre mesure, n'est-ce pas, Chérif? Excusez-moi, oui, si l'on compare, on en est pour le moment un peu loin. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque de violence physique ou de terrorisme de la part des frères musulmans, sauf l'enjeu est purement politique. Ils restent jusqu'à maintenant vagues dans leur définition de la charia. Personne n'en a donné une version concrète, mise noir sur blanc, sauf que tout le monde sait que les frères musulmans, ils opèrent un peu à très long terme. Donc pour le moment, il n'y a pas de risque de dérive, mais rien n'est exclu, quoi. D'accord. Alors, je vais revenir au Mali avec vous, Idriss, qui est à Bamako. Idriss, en fait, récemment, vous avez eu une interview exclusive des dirigeants du FLNM. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement? Non, en fait, comme le Mali, il n'y a pas actuellement de gouvernement central, si j'ose dire. À Bamako, les hommes politiques passent tout le temps à se chamailler jusqu'à maintenant. Le président de la transition, Dioncounda Traoré, est toujours à Paris depuis son agression. Le premier ministre qui a les pleins pouvoirs, son gouvernement passe son temps à publier des communiqués pour condamner ce qui se passe dans le nord. Les soldats de Kati, pour le moment, s'enferment officiellement dans le silence. Donc il y a ce vide politique et que la CEDEAO réclamait des institutions pour soutenir militairement. Et ce vide aujourd'hui, dans toutes les anciennes milices, notamment les Gandakoy, qui est une ancienne milice qui avait combattu les premières rébellions Touareg, qui a eu quelques problèmes entre eux, les milices Ganda Iso qui viennent de naître, et donc tous ces mouvements d'autodéfense, qui sont pour l'essentiel constitués par les populations noires du nord du Mali, qui sont en train de s'organiser pour tenter d'aller combattre les différents mouvements rebelles qui sont dans le nord. Donc c'est ça aussi qui explique ce front de libération du nord Mali avec ce Seydou Cissé qui est un ancien des Gandakoy, avec Al-Qaïdi Cissé aussi, et le colonel El Hadji Kamou. El Hadji Kamou, c'est un Touareg qui avait intégré l'armée malienne, qui était chargé de défendre Kidal. Avec l'arrivée des rebelles, même il y a eu quelques hésitations. Il avait dit à un moment donné qu'il était passé du côté des rebelles. Et maintenant, il a une base militaire là-bas, non loin de la frontière avec le Niger. Et donc, ce sont ces mouvements-là qui veulent maintenant aller tenter de libérer le Nord. Avec quel moyen, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas trop.
Voilà Idriss, vous restez avec nous. Washington Forum en direct sur la Voix de l'Amérique. Ce soir, la montée en puissance des islamistes en Afrique. Restez avec nous. La suite du débat après cette pause. Retrouvez la Voix de l'Amérique en français sur Facebook et Internet. Débat, interview, analyse, vos réactions. L'info en temps réel avec notre équipe télé et radio. Tous les soirs à partir de 18h30 TU et les matins à 5h30 TU. Restez également connectés sur YouTube. La Voix de l'Amérique est toujours avec vous. Jacques Aristide à Washington, 4 invités avec nous. Corinne Doufka, chercheuse pour l'Afrique à Human Rights Watch. Moussa Koulibaly, représentant de l'Association des Maliens de Washington DC. Chérif Albert, journaliste politique à Al-Haram Hebdo, au Caire en Égypte. Et mon collègue Idriss Fall à Bamako au Mali. Idriss qui était donc à Gao où il a recueilli ses témoignages. Nous écoutons. J'ai un restaurant. Il y a des coupures d'électricité, l'eau ne vient pas. Comment ça se passe? Vraiment, ça se passe très mal. Car nous, on marche avec le courant et l'eau. Donc, on a vraiment beaucoup de problèmes. Les aliments se gâtent, on n'a pas d'eau. Vraiment, on souffre. Quand Gao est tombé, qu'est-ce qui s'est passé dans le bar-hôtel dont vous étiez les gérants? Est-ce que vous pouvez raconter ces jours-là? Oui, bien sûr. Il y a des... Bon... Ils sont rentrés chez moi d'abord, ils ont commencé à tirer partout. Après, ils sont rentrés là-dedans, ils ont fait sortir. La population est venue ramasser tout ce qu'ils peuvent ramasser. Ils sont venus d'abord, ils ont commencé à prendre mes véhicules, ils ont pris de mes véhicules. Idriss, voilà, nous venons d'entendre ces témoignages. Idriss, en fait, vous avez pris pas mal de risques. Votre vie était en danger là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est pas courant de voir journalistes de la Voix de l'Amérique que certains islamistes appellent la Voix de Satan, avec aller se balader à l'intérieur de ces zones contrôlées par des amis d'Osama Bin Laden et qui se réclament d'Al-Qaïda. Donc c'était un risque à prendre, mais étant d'origine sénégalaise, je pourrais me fondre plus facilement dans la population locale. Et que j'admire beaucoup le courage des habitants de Gao qui sont restés là-bas les mains nues. Et je citerai même l'exemple d'une fille qui était interviewée qui s'appelle Nafissatou Maïga, une enseignante, qui me dit qu'elle refuse de mettre le voile. Elle mettait le voile avant parce qu'elle y croyait qu'aujourd'hui, elle conduit sa moto dans Gao et que les tresses en l'air, comme je dis. Et je lui dis, mais vous n'avez pas peur? Elle me dit, non, je n'ai pas peur de ces gens-là. Et je suis prête à mourir pour leur faire honte parce que ce qu'ils font, c'est essayer même de nous priver de notre propre liberté. Et que vraiment, les Gawa, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'électricité. Et que les gens sont restés dignes et fiers. Ça, honnêtement, j'ai beaucoup admiré ce courage-là. Et ça ne m'a pas surpris de voir que ces mêmes jeunes qui s'étaient révoltés au mois de mai dernier, que ce soit eux qui sont sortis avant-hier dans la rue après l'assassinat de cet enseignant pour simplement lui prendre une moto, et que encore là-bas, MNLA a utilisé ses armes. Et je pense que ce n'est pas fini parce qu'il y a une forme de résistance que j'ai perçu là-bas parmi les populations. Tu as les rebelles des côtés, d'un côté, c'est-à-dire Ansardine, Moudjaou, MNLA, et de l'autre côté, tu as les populations qui sont là et qui ne partagent pas ce qu'ils sont en train de faire. Même, je ne sais pas si le terme est insultant, mais généralement, ils les appellent les peaux rouges, c'est-à-dire des gens qui sont venus d'ailleurs, et que vraiment, je pense
pas que la cohabitation va être aisée, même si pour le moment les islamistes essaient de se présenter comme étant ceux qui essaient de sécuriser Gao, même si en fait il était rencontré un jeune là-bas dont la main droite a été coupée. En fait, on vient de parler de ça. Effectivement, Idriss, beaucoup de courage également de votre part. Là, je vais demander à Moussa Koulibaly, il ne faut pas perdre espoir, n'est-ce pas, pour le Mali, et peut-être que la solution pourrait bien être politique, n'est-ce pas? Effectivement, il ne faut pas perdre l'espoir. Vous voyez, il y a une médiation maintenant qui est en cours avec le président burkinabé Blaise Compaoré. Il les a déjà reçus. Donc, quand vous voyez le Mali, en fait, nous avons des problèmes, c'est vrai, mais nous ne perdons pas l'espoir. Comme le président l'avait déjà dit, le Premier ministre aussi, Dr Cheikh Modibo, a confirmé que si la guerre, c'est la seule option restante que nous avons, nous la ferons. Et Inch'Allah, nous gagnerons aussi cette guerre-là. Donc, moi, je pense que, mais nous avons aussi besoin de la communauté internationale. Nous avons besoin de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème seulement qui préoccupe le Mali. C'est un problème qui préoccupe toute la zone et c'est un problème aussi que nous devons tous faire face. L'aide de la communauté internationale. Corinne Doufka, faut-il toujours privilégier le dialogue ou faut-il que l'ONU cesse de tergiverser et donne son soutien à une intervention militaire d'après vous? Oui, donc si le dialogue ça marche pas, donc ça va évidemment voir à l'option militaire. Et je pense que les populations sont très frustrées, même avec l'institut de l'armée malienne. Donc c'est pour ça que selon notre information, que c'était confirmé pour Idriss, sont en train de s'organiser un mouvement compris de la milice et aussi de quelques soldats qui sont restés fiers de l'armée malienne qui se trouve maintenant à Mali. À Niger. Donc, mais il y a un risque de ça parce que les gens là de Gandizo, Gandakoy, pendant la dernière guerre, c'était eux qui avaient une histoire très dangereuse des droits humains. Ils étaient impliqués dans plusieurs massacres contre les gens Touareg. Donc, je pense qu'ils ont... D'accord, mais pour faire l'avocat du diable un petit peu, si vous me le permettez, à ce moment, les islamistes d'Ansardine voulaient négocier avec la médiation ouest-africaine. Est-ce que vous pensez que c'était une offre sincère de leur part? C'est un peu difficile de voir parce qu'ils sont très divisés aussi. Même dans chaque mouvement, même dans le MNLA, même dans chaque mouvement, il y a plusieurs tendances. Donc, on avait vu, même avec le MNLA, ils ont changé. Un jour, sont avec l'Ansardine, l'autre jour, c'est un mariage de convenience, donc l'autre jour, sont séparés. Donc c'est une question très dynamique que ça change tout le temps. Madame, il ne faut pas oublier aussi que le MNLA aussi a commis des crimes contre l'humanité à Aguelok en janvier. Donc, c'est des bandits qui sont armés et ils sont là à tuer les gens, ils violent nos femmes et ils ont après un pillage des ressources. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font maintenant, ils donnent de l'argent aux gens pour que les gens puissent avoir une crédibilité. Alors que ce sont des bandits qui sont armés. Donc on peut... C'est la réaction évidemment de Maliens. Non, justement. Non, mais il a toutes les raisons. Il y a tout le groupe, tout le côté. Mais on aurait aimé avoir un représentant du MNLA évidemment pour répondre à tout ça. Non, je ne pense pas qu'on doit avoir un représentant du MNLA ici. Parce que quand vous les appelez maintenant, c'est donner une crédibilité aux bandits qui sont armés et qui ont attaqué un État souverain. Donc, on ne doit pas les amener ici, on ne doit pas les appeler. Parce que quand on les appelle, on leur donne une crédibilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Europe, ce qui n'est pas normal. Nous sommes contre ça. Le Mali était un pays laïque. Le Mali, c'était un pays laïque. Le Mali, c'était un pays dont il y avait la paix. Nous avons toujours vécu en cohésion. Donc, nous n'avons pas de problème. Quand vous partez dans les zones dont ils occupent maintenant, vous trouverez les Soraï, vous trouverez les Peuls, vous trouverez les Dogons. Moi, je suis Bambara, vous trouverez les Bambara. Nous avons toujours vécu en bonne cohésion. Et nous n'avons pas ce problème-là. D'ailleurs, c'est ça qui faisait la beauté du Mali. Évidemment, c'est toute la question de l'intégrité territoriale. Justement. Absolument. Chérif Albert, qui a été très silencieux. Alors, pour vous impliquer dans ce débat autour du Mali, on voit que l'Algérie est en faveur d'une solution politique négociée pour mettre fin à la crise qui sévit dans le Nord. Évidemment, Alger mesure les risques d'un embrasement dans la région. Mais là où vous êtes, vous, en Égypte, est-ce que vous ne vous sentez pas vraiment concerné par le problème au Mali? Comme je vous ai dit jusqu'à maintenant, on en est un peu loin. Il n'y a pas de risque direct que ça dérape
vers une violence pareille. Comme je vous ai expliqué, l'enjeu c'est plutôt politique. On est plus concerné par le dossier des libertés, de la démocratisation, de la participation, de la citoyenneté, des femmes, des chrétiens en Égypte. Oui, absolument, Chérif Albert, je comprends, mais n'empêche, vous avez un rôle vital dans cette région, même s'il y a une nouvelle donne maintenant en Égypte. Donc, il y a ce rôle de paix que vous avez joué pendant très longtemps. Bon, on connaît la question israélienne, par exemple. Alors, donc, est-ce que vous ne voulez pas, quelque part, jouer ce rôle ? Malheureusement, l'Égypte s'est un peu distancée du continent africain durant les 20 dernières années, depuis l'attentat d'Addis Abeba contre l'ex-président Hosni Moubarak, il y a eu un peu un distancement de la part du continent africain. Vous savez, on avait le chef de la diplomatie égyptienne qui était aussi ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, qui vraiment était un acteur très actif sur le dossier du continent africain. Aujourd'hui, on sent un peu le besoin de nous rattraper, de mettre sur le pays une politique africaine qui renoue avec ce passé. Malheureusement, je vous dirais que pour le moment, les Égyptiens sont un peu repliés sur eux-mêmes avec leurs propres problèmes. Et là, le dossier vraiment n'occupe pas, et il est quasiment absent des médias égyptiens et du discours politique égyptien. D'accord. Et qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment le plus ? Comme je vous ai dit, ce qui nous préoccupe, c'est d'observer comment le nouveau président va mener sa politique. Est-ce qu'il va plutôt continuer à être influencé par les intérêts immédiats et... Oui, effectivement. Chérif Albert, en fait, je voulais vous dire, en avril dernier, 2 délégations islamistes de l'Égypte et de la Tunisie étaient à Washington pour assurer les Américains que les mouvements islamistes ne représentaient aucun danger ni menace pour les États-Unis. Est-ce que, donc, parce que ces 2 pays ne peuvent pas se passer de toute l'aide américaine, d'après vous ? Non, il y a un petit problème au téléphone, donc Pépin, ça arrive, on est en direct. Alors, parlant des Américains, Moussa Coulibaly, pensez-vous que Washington doit peser de tout son poids dans la crise malienne et endiguer toute menace terroriste qu'elle peut engendrer ? Oui, effectivement, ce n'est pas seulement à Washington. On a besoin de l'aide de la communauté internationale. Nous avons besoin de leur aide parce que sans les États-Unis, sans la communauté internationale, le Mali seul ne peut pas faire face à ces problèmes. Et ce n'est pas seulement une crise malienne, c'est ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps. C'est une crise qui menace c'est une crise qui menace tout le monde. Parce qu'il y a les terroristes là-bas, c'est le terrorisme. Avec le développement du trafic de l'arme, vous voyez des drogues au nord. Donc maintenant, le nord est devenu une scène de théâtre pour ces bandits-là. Alors Corinne Doufka, pour terminer, on connaît le problème. Que doit-on faire encore ? Qu'est-ce que la communauté internationale doit faire ? C'est très difficile parce que lorsqu'il n'y a pas un partenaire stable, crédible au Mali, plutôt dans la scène de l'armée, parce que s'ils vont monter une opération militaire, doit y avoir un partenaire de part de l'armée malienne. Mais aussi, c'est très important d'analyser un peu qu'est-ce qui a donné origine à tous ces problèmes-là. Et dedans, il y en avait plusieurs problèmes avec la gouvernance. Et voilà, Corinne, merci beaucoup. Le temps est limité. Merci bien. Corinne Doufka de Human Rights Watch, Moussa Coulibaly, représentant de l'Association des Maliens de Washington DC, Chérif Albert d'Al-Haram Hebdo au Caire et mon collègue Idriss Fall à Bamako. Merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique, de nous avoir suivis. Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir.